C'est très difficile dans les années 60 pour les femmes d'accéder à l'édition. Je pense que la colère, c'est comme à la source de toute mobilisation. C'est l'énergie d'un travail pionnier là, où tout est à bâtir. L'édition féministe, l'édition des femmes est encore nécessaire. Il y a 50 ans, au Québec, des femmes ont décidé de prendre la parole autrement. Refusées par les comités de lecture et face au désintérêt des grandes maisons d'édition, elles ont choisi de créer leur propre espace pour exister. Les éditions de la Pleine Lune et les éditions du Remue-Ménage sont nées de cette prise de parole. Ces lieux sont devenus des laboratoires d'idées, des terrains d'émancipation et des refuges pour des voix qu'on n'écoutait pas encore. C'est l'histoire d'un geste audacieux et militant, celui d'oser. Oser publier, oser déranger, oser rêver d'un monde plus juste à travers les mots. Ces éditrices ont ouvert la voie à des générations, en publiant des œuvres marquantes qui sont au centre de luttes sociales déterminantes pour le Québec. Aujourd'hui, on célèbre ce demi-siècle d'édition féministe. Que reste-t-il de ces combats? Et surtout, quel secret permet à des femmes de s'émanciper aujourd'hui en édition? Je m'appelle Catherine-Emmanuelle Brunet. Et dans ces 2 épisodes spéciaux de Secrets d'édition, nous revenons sur 50 ans d'histoire, de lutte et de passion éditoriale. Imaginaire, conviction, collaboration, conviction, imaginaire. Secrets d'édition. C'est une bonne idée pour comprendre le féminisme des années 70 de reculer jusqu'au début des années 60. L'histoire de l'édition féministe, c'est aussi celle du mouvement féministe au Québec. Pour nous aider à replonger dans cette période charnière, on a invité Marie-Pierre Luneau. Elle est professeure à l'Université de Sherbrooke et directrice du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec. Spécialiste de l'histoire du livre, elle s'intéresse particulièrement à la place des femmes dans le milieu de l'édition. Si on prend cette période-là comme la longue révolution tranquille, les années 60-70, on voit que ça commence vraiment à bouger dans les années 60. Il y a 2 mouvements, dans le fond. Il y a toujours l'action politique, puis il y a l'action militante. Ces 2 actions-là, ces 2 formes d'action-là s'entrecroisent, s'entrelacent, puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, dans les années 60, il y a déjà des choses qui bougent sur le plan politique, puis sur le plan de la pensée féministe aussi. Dans les années 60, donc, il y a Marie-Claire Kirkland-Casgrain qui est élue, qui va vraiment faire beaucoup avancer la cause des femmes, mais en parallèle, les féministes n'ont pas les bras croisés. Le mouvement s'organise lentement, puis c'est surtout par les écrits des féministes que les femmes ici commencent à réfléchir. Simone de Beauvoir circule beaucoup dans les années 60 au Québec. Les féministes américaines, je pense à Betty Friedan qui va publier son livre sur la femme mystifiée, qui fait prendre conscience aux femmes du statut assez terrible là, de la femme mariée, dans le fond, du mariage comme institution qui est un joug pour les femmes. Donc, on commence à comprendre ça, ça circule. Et là, les féministes s'organisent. Donc, le militantisme, c'est étonnant de voir à quel point il est déjà bien organisé, même dans le début des années 70. Je pense entre autres à l'intervention des militantes du Front de libération des femmes du Québec lors du fameux célèbre procès de Paul Rose. Le procès de Paul Rose illustre bien le climat social du début des années 70. Paul Rose faisait partie du Front de libération du Québec, le FLQ, un mouvement indépendantiste qui militait pour l'émancipation du peuple québécois. Lors de son procès pour l'enlèvement du ministre Pierre Laporte, des militantes du Front de libération des femmes du Québec, le FLF, s'invitent dans la salle d'audience pour dénoncer une autre forme d'injustice, l'exclusion totale des femmes du rôle de jury. Un geste spectaculaire, à la fois politique et symbolique, qui annonce l'entrée du mouvement féministe sur la place publique. Il va y avoir un coup d'éclat des femmes du FLS à ce moment-là parce que les femmes n'ont pas droit d'être jurées et on veut faire témoigner Lise Bassé. Et les femmes se lèvent puis font un scandale pour dire si on n'a pas le droit d'être juré, on ne va pas témoigner non plus. Donc ça, c'est au tout début des années 70. Et cette prise de parole forte, à cette époque, n'est pas unique au Québec. Ailleurs dans le monde, les mêmes questions émergent, les mêmes colères se font entendre.
En France, aux États-Unis, ailleurs au Canada, des femmes revendiquent le droit de choisir, le droit d'exister autrement que dans l'ombre. Les idées circulent, les livres voyagent, le féminisme devient un véritable mouvement international. Et ici, ces échos venus d'ailleurs trouvent un terrain fertile, celui d'une société déjà en pleine transformation. Le même problème de cette prise de conscience-là du statut d'aliéné des femmes, c'est international. Les féministes québécoises vont avoir une influence particulière des féministes américaines. Je pense à Kate Millett, entre autres. Le mot d'ordre, en fait, les féministes des années 70 au Québec ont des slogans extraordinaires. Par exemple, « Nous aurons les enfants que nous voudrons », quand c'était la lutte pour l'avortement. Mais l'un de leurs principaux slogans, c'est « Le privé est politique ». Ça, c'est emprunté aux penseuses américaines. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, le privé est politique? Dans le fond, dans les années 70, au Québec, l'heure est à l'engagement. Les femmes sont pas absentes de ces combats-là pour l'identité, la souveraineté. On sait que c'est la grande époque là, des mouvements souverainistes au Québec. Les femmes en font partie de ces mouvements-là. Elles vont se rendre compte que même dans les mouvements les plus progressistes au Québec, elles sont encore minorées. Elles sont encore victimes d'une espèce de domination, de machisme, dans le fond. Puis ça, à ce sujet-là, c'est vraiment intéressant d'aller voir le témoignage de la grande historienne Micheline Dumont, qui, dans le féminisme raconté à Camille, explique que même au sein des mouvements étudiants, elle, quand elle s'est impliquée dans les années 60-70, elle s'est rendue compte que finalement, les garçons leur demandaient d'être les secrétaires. Même témoignage chez Armande Saint-Jean, une féministe importante aussi de ces années-là, qui, elle, a eu un moment dans sa vie où elle vivait dans une commune. C'était l'époque de la contre-culture. Puis donc, dans les communes, on se disait plus égalitaire. Puis elle se rend compte finalement que, non, dans les communes, c'est encore les femmes qui doivent assumer les tâches domestiques. Donc, pour en revenir à ce slogan, le privé est politique, les femmes se rendent compte que c'est au sein même de la vie quotidienne que les inégalités se déploient. Tout ce qui semble de l'ordre du quotidien ou de l'intime, pour les femmes, ça devient des questions politiques. Donc, le droit à l'avortement, le besoin d'avoir des garderies. Moi, je suis née en 1973. Je suis le 4e bébé chez moi. Puis quand ma mère a voulu se faire opérer pour une ligature de trompe, parce que c'était le dernier bébé, là, on en avait assez après 4, il a fallu que mon père signe l'autorisation. Donc, c'est ça, le privé est politique. Le privé est politique. Cette phrase, devenue emblématique, résume à elle seule toute la force du mouvement féministe. C'est aussi pour moi la preuve de l'incidence que peuvent avoir les mots. Parce qu'à travers la littérature, les femmes ont trouvé un véhicule puissant pour revendiquer, témoigner et se raconter. L'écriture est devenue un lieu pour secouer les idées reçues et pour reprendre le contrôle du récit de leur propre vie. Les écrits sont importants. Les écrits aussi des féministes des années 70 vont aussi aboutir au théâtre. C'est pas innocent. Que ce soit sous forme de livre ou au théâtre, les femmes, dans le fond, se rassemblent à travers l'écriture. Et ça, on le voit bien dans des classiques aujourd'hui. Par exemple, dans Les Filles ont soif, c'est Denise Boucher qui l'a écrit, mais c'est issu d'une réflexion collective. Mais même dans la pièce, on a donc les 3 archétypes. Puis c'est quand les femmes se parlent que les choses vont enfin bouger. Puis je pense que ce qui résume le mieux ça, cette idée du collectif dans le mouvement féministe des années 70, c'est une phrase de Louise Dupré que j'aime beaucoup, qui dit « C'est dans le passage de la solitude à la solidarité que peut être pensée une histoire au féminin. » Donc cette idée de collectif puis de réflexion ensemble, je pense aussi que c'est ce qui fait la différence de l'action des femmes dans bien des domaines. Le collectif rend le mouvement plus fort. C'est en se rassemblant que naissent les idées, les solidarités et les voix multiples qui font avancer la réflexion féministe. Mais malgré cette force du groupe, une autre réalité s'impose, celle des portes qui demeurent closes. C'est très difficile dans les années 60 pour les femmes d'accéder à l'édition, d'accéder à la publication même.
Les normes sont androcentrées, donc les écrits des femmes sont souvent perçus comme marginaux. En tout cas, pour qu'une femme soit publiée, il faut vraiment que son œuvre soit considérée comme exceptionnelle. Donc, il y a un tas d'excellents manuscrits qui vont rester non publiés parce que à ce moment-là, les maisons d'édition ne sont pas du tout sensibles à la valeur des écrits des femmes. Le meilleur exemple qu'on peut donner de cette période, c'est la publication de l'autobiographie de Claire Martin dans Un gant de fer. Paru au début des années 60, ce récit raconte l'enfance de l'autrice dans un milieu bourgeois de Québec. C'est sans doute l'un des plus beaux textes autobiographiques de notre littérature. Et pourtant, à sa parution, il a profondément dérangé. Comme c'est un texte de femmes qui parle de soi, la réception critique de ce livre-là, dans les années 60, va être terrible. On va dire que Claire Martin, qui raconte d'ailleurs à quel point elle a vécu des violences épouvantables de la part de son père, mais ensuite qui décrit tout le climat terrible là, des couvents, donc cette violence-là aussi. Elle raconte ça, puis elle va se faire accuser par la critique d'exagérer, d'être menteuse. Donc, clairement, aujourd'hui, quand on relit la réception critique de cette autobiographie, on voit que c'est parce que c'était une femme, dans le fond, puis c'était considéré son témoignage comme pas crédible. Donc, c'était même pas perçu comme une écriture littéraire valable, cette autobiographie-là qui est magnifique. Évidemment, Claire Martin, elle a réussi à publier. Mais imaginez-vous que c'est ça la norme de jugement, que c'est le masculin qui est le beau. L'accès à la publication, c'est vraiment pas facile pour les femmes. Puis c'est d'ailleurs pour ça que Marie Savard va fonder les éditions de La Pleine Lune. En 1975, la poète et autrice Marie Savard fonde les éditions de La Pleine Lune, une maison d'édition entièrement portée par des femmes, née d'un immense désir de liberté. Un geste fondateur, à la fois littéraire et politique, qui allait transformer à jamais le paysage du livre au Québec. Marie Savard avait, elle, un manuscrit qui va devenir le Journal d'une folle, qui est aujourd'hui considéré comme un classique de la littérature féministe. Donc, le Journal d'une folle, il est refusé à ce moment-là par plusieurs maisons d'édition. Et c'est là que Marie Savard a l'idée d'observer comment sont composées les maisons d'édition à qui elle a envoyé ce manuscrit. Elle se rend compte finalement qu'il n'y a aucune femme qui siège au comité de lecture de ces maisons d'édition-là. Et elle se dit, c'est pas un hasard, c'est que il y a pas de place pour la sensibilité des femmes, les écrits des femmes. Donc, elle décide de fonder La Pleine Lune avec Ginette No, Louise Petitclerc, Rewena Ross et Daphné Savides. Et quelques années plus tard, en fait une année plus tard, Thérèse Dumouchel et Marie-Madeleine Raoult vont se joindre à elle. Et Marie-Madeleine Raoult est encore à la barre de cette maison-là. Donc, elle va lui insuffler vraiment toute son identité, je dirais, esthétique, littéraire. Si on se resitue dans les années 75, 78, 80, il y avait comme une effervescence dans le monde, autant en France aussi, les éditions des femmes, il y avait ce désir des femmes de prendre la parole. Et je pense que ça touchait aussi des secteurs comme, par exemple, la maternité, les garderies et aussi l'accès à l'écriture, c'est ça. Au cœur des débuts de Pleine Lune, il y a Marie-Madeleine Raoult, celle qu'on vient d'entendre. Poète, éditrice, militante, elle fait aussi partie de celles qui ont façonné la maison et qui continuent encore aujourd'hui d'en transmettre l'esprit. Marie Savard, aux éditions de La Pleine Lune, avait commencé une recherche sur les femmes et la maladie mentale. Et j'ai envoyé des textes et elle m'a répondu et elle est venue me voir sur la Côte-Nord. Ce qui fait qu'on a commencé comme ça une relation à partir de textes. Ce qui m'interpellait, c'était ce rapport, en fait, de l'écriture et du corps et le droit d'explorer, justement, cette dimension-là, qui est une dimension qui est littéraire, en fait, que les femmes se donnent le droit d'écrire, de chercher, aussi le droit de nommer leur imaginaire.
C'était une petite équipe. Hein. Il y avait Marie Savard, Thérèse Dumouchel, il y avait moi, quelques auteurs qui venaient ou des gens du quartier aussi, des femmes du quartier. Parce qu'au départ, Marie Savard, elle voulait aussi animer des ateliers d'écriture, faire en sorte que des femmes de tout milieu, dans le fond, viennent et puissent avoir accès à l'écriture. C'était l'ambiance un peu de l'époque, avec aussi la librairie des femmes qui était rue Saint-Denis. Nous, on avait nos locaux au coin de Duluth et Henri Julien. Donc, on était des voisines. Dans ce petit milieu du plateau Mont-Royal, l'énergie est palpable. Très vite, les premiers projets d'édition voient le jour. Le premier projet que j'ai eu aux éditions de la Pleine Lune, ça a été de travailler avec Jeanne d'Arc Jutras sur son roman autobiographique, en fait, d'une lesbienne dans les années 40. Elle racontait c'était quoi son milieu et tout ça. Marie-Madeleine fait ici référence au livre « Georgie » de Jeanne d'Arc Jutras. Publié à la Pleine Lune, ce roman aborde avec une rare sensibilité l'amour entre femmes, un sujet presque absent de la littérature québécoise de l'époque. Donc, ça a été un travail au niveau de l'écriture, de la seconder, de l'aider à faire un plan. Ensuite, au niveau de l'écriture, de travailler avec elle. Et j'ai trouvé ça très, très stimulant. Et en même temps, je faisais la livraison des livres parce qu'on n'avait pas de distributeur, évidemment. C'était beaucoup par la poste. Quand le livre Te prends-tu pour une folle Madame Chose est sorti, ce magazine sur, je dirais qu'il a regroupé 11 auteurs, dont Louki Berzianic, Denise Boucher, Marie Savard, mais moi-même, j'avais écrit des textes dans ce dossier. Donc, avec ce livre-là et ma Volkswagen, je faisais la tournée des librairies et je déposais 2-3 livres ici, 4-5 livres là. Et toutes les librairies de Montréal, je me stationnais en double et puis et j'allais porter les livres. On imagine facilement Marie-Madeleine, dans les années 70, sillonnant Montréal au volant de sa Volkswagen remplie de livres. Elle allait de librairie en librairie pour faire connaître la Pleine Lune, cette jeune maison d'édition féministe qu'elle portait à bout de bras. Les réactions étaient souvent froides, parfois même fermées. Mais heureusement, certaines rencontres ont été porteuses de courage et d'élan, comme celle, toute particulière, avec la librairie Renaud-Bré, à jamais gravée dans sa mémoire. À ce moment-là, c'était Pierre Renaud, le père qui était à la barre, si je puis dire, et c'était la succursale, je pense qu'il y en avait qu'une d'ailleurs, qui était sur Côte-des-Neiges. Et j'arrive un matin avec mes 5 exemplaires et mon carnet de factures, et puis je propose au libraire donc de prendre ces livres-là en vue de les vendre. Alors, Pierre Renaud me dit, il y a combien de livres dans une caisse? Et je me rappelle très bien, je lui réponds, il y a 56 exemplaires dans une caisse. Ben, il dit, la petite, apporte-moi les 56 exemplaires, puis je vais les vendre. Donc, il les a mis près de la caisse, il les a vendus. Puis je me souviens très bien de cet appui, dans le fond, et spontané. J'étais très contente, quoi. Au même moment, une autre flamme s'allume, celle du remue-ménage. Née du tumulte et de la ferveur des années 70, la maison revendique le droit d'écrire, de publier et de penser autrement. Son nom dit tout, remuer les idées, déranger l'ordre établi et donner du souffle aux voix qu'on voulait faire taire.
Pour les éditions du Remue-Ménage, c'est différent. Les éditrices du Remue-Ménage, elles, sont vraiment issues de la branche militante du féminisme québécois. En fait, la maison d'édition naît de la fusion de 3 groupes féministes, donc le Centre de santé des femmes, le Théâtre des cuisines et le Comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit. Ces 3 comités-là fusionnent. Puis c'est intéressant parce que les éditions du Remue-Ménage se positionnent différemment de la Pleine Lune dans le champ éditorial. Évidemment, il n'est pas question de se faire compétition sur le même terrain. Donc, alors que la Pleine Lune s'est située sur le plan esthétique, littéraire, Remue-Ménage, au tout début, va vraiment se situer sur le plan de l'action militante. J'ai commencé à la périphérie du groupe, si on veut, en 79. Donc, quelques années après la fondation qui a eu lieu officiellement en mars 76. Au cœur de cette histoire, on retrouve Rachel Bédard. Arrivée au Remue-Ménage à la fin des années 70, elle fait rapidement partie de celles qui donnent à la maison son souffle et sa rigueur. Éditrice militante et gardienne infatigable des mots, Rachel a accompagné des générations d'autrices. Remue-Ménage, le mot plaisait parce que ça évoque la Révolution, ça évoque un gros brassage d'idées et autres. Et puis, ménage, le mot n'était pas innocent parce que justement, il y a eu même, on a diffusé une affiche qui disait « Les femmes sont d'abord ménagères ». Ça faisait écho à cette préoccupation qui était de défendre la valeur du travail ménager, là, même d'un point de vue presque marxiste, là, mais de défendre ce travail invisible, là. La maison d'édition vraiment a été fondée par des militantes, des femmes qui étaient dans le comité de lutte pour le droit à l'avortement, entre autres des sociologues, des artistes, mais des femmes qui se disaient on aurait besoin d'une maison d'édition carrément féministe puis bien axée sur le mouvement des femmes pour répercuter les luttes, pour les alimenter. Et puis, moi, on m'a demandé de corriger des textes. J'y ai pris goût, j'ai trouvé ça fichument intéressant. De fil en aiguille, on m'a demandé de faire partie du collectif. Se lancer dans un tel projet demandait un courage immense. Tout comme aux éditions de la Pleine Lune, l'équipe du Remue-Ménage a vite dû composer avec de nombreux obstacles. C'est l'énergie d'un travail pionnier là, où tout est à bâtir, où on apprend sur le tas. Parce que le métier d'éditrice, finalement, c'est pas comme aujourd'hui où ça s'enseigne à l'université. Je me destinais pas à ça particulièrement, aucune de nous non plus. Alors, on apprenait à faire des livres ensemble. Il y avait des graphistes, il y avait des femmes qui aimaient écrire, mais il fallait aussi soutenir une maison d'édition, les vendre, ces livres-là aussi. Tout ça, c'est fait par des bonnes amatrices, des femmes qui étaient rigoureuses, qui travaillaient dans le plaisir, là, mais on a monté ça, je dis « on », là, parce que j'en prends une partie à mon compte, mais vraiment avec beaucoup d'huile de bras. Les éditrices avançaient sans relâche. Elles étaient portées par quelque chose de plus grand. Mais qu'est-ce qui explique cette intensité? D'où vient ce feu qui ne s'éteint jamais? Je pense que la colère, c'est comme à la source de toute mobilisation. Il y a une colère qui est là, certainement, mais une colère positive, une colère qui veut changer le monde, finalement. C'est ça, qui veut porter un projet de société novateur et positif. Celle qu'on entend, c'est Ariane Gibault. En 2024, elle est à son tour devenue l'une des éditrices du Remue-Ménage. Ariane est aussi professeure associée à l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM. Elle connaît bien la question de la colère dans les écrits féministes au Québec. Mais ce qui la frappe d'abord, quand elle pense à la maison, c'est la complicité. Je pense que les militantes, les femmes qui ont fondé Remue-Ménage étaient, je crois, dans une colère joyeuse quand même, parce que je pense que Remue-Ménage, c'est du plaisir aussi, beaucoup. En tout cas, moi, depuis que je suis arrivée, c'est juste ça. Puis quand je regarde l'histoire de la maison, on peut deviner qu'il y a eu des discussions plus costaudes dans les réunions du comité, mais je pense qu'il y a toujours eu beaucoup de plaisir puis beaucoup d'enthousiasme, en tout cas. Mais certainement, la question de la colère, elle est déterminante. Une colère joyeuse. Ça dit tout, non? Il y a quelque chose de très beau dans cette idée. Et pour moi, la vraie force de ces émotions, la colère et la joie, c'est qu'elles étaient partagées. C'est là toute la nuance du féminisme en littérature. Une parole qui naît du personnel, mais qui prend sa puissance dans le collectif.
Quand on relit l'histoire à rebours, comme on est en train de le faire là, c'est peut-être une des choses qui frappe le plus du féminisme au Québec, c'est cette mise en commun, cette notion de collectif qui est partout. Je prends par exemple un des premiers ouvrages publiés chez Remue-Ménage, qui est aujourd'hui un classique, « Maman travaille pas, a trop d'ouvrages ». Ben c'est pas signé par des autrices, c'est signé par le Théâtre des cuisines. Donc même dans les signatures, on n'essaie pas d'avoir cette individualité-là. Ce qui compte là, c'est pas les égos ici là de ces autrices-là, c'est vraiment de faire rayonner la parole des femmes puis de changer les choses. Mais c'est clairement une aventure collective. C'est une pièce qui avait été jouée dans les syndicats, qui avait été jouée auprès de groupes communautaires. Mais Remue-Ménage a décidé de publier cette pièce-là parce que ça faisait écho aussi à la problématique du travail ménager, du travail invisible des femmes, ce qui est dans le nom même de Remue-Ménage. C'était une des préoccupations des éditrices du collectif. Maman travaille pas, a trop d'ouvrages a été publié grâce à un projet qui a été mis en place par le collectif qui a donc décidé de traduire un livre de recettes VG pour financer la parution du livre. Et ça a été toute une entreprise parce qu'on n'avait pas Internet à l'époque. Et traduire les termes VG, on était dans les années 70, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et donc, c'est par ce projet-là qu'on a pu financer la première parution du catalogue. Au Remue-Ménage, elles vont adopter en partant un mode de gestion à l'horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron, c'est le collectif qui décide à chaque fois. Puis ça, on va retrouver ça aussi dans les librairies féministes de l'époque, donc des collectifs qui dirigent par consensus, ce qui ne devait pas être simple, mais ce qui favorise le débat, l'échange d'idées, etc. Donc, on voit là aussi, dans la structure même de ces maisons d'édition, une autre façon de faire. Et cette autre façon de faire les choses ne se manifeste pas seulement dans la structure des maisons, mais aussi dans leur manière d'éditer. Essais militants, poésie, fiction, les mots se déploient autrement. Les écrits féministes élargissent le cadre établi et bouleversent les formes. Les féministes repensent tous les modèles, en fait. Le meilleur exemple de ça, c'est ce qui est considéré comme le premier roman féministe québécois, Le Guélion de Louki Bersianic. En réalité, est-ce réellement un roman? C'est une espèce de récit, c'est une somme, c'est un très long récit. Publié en 1976, Le Guélion devient rapidement un classique des lettres québécoises. Œuvre monumentale et foisonnante, ce roman de Louki Bersianic est souvent considéré comme le premier grand texte féministe de la littérature québécoise. L'autrice y questionne le sexisme dans la langue française et cherche des façons d'en libérer les mots. On y suit le voyage d'une extraterrestre géante qui observe, avec ironie et tendresse, la vie des femmes sur Terre. À mi-chemin entre manifeste, poésie et science-fiction, Le Guélion repense tout, la forme, la langue, et même la manière de nommer le monde. Donc, même sur le plan des formes, les femmes innovent. Donc, il y a de la poésie, il y a de l'essai militant, mais il y a des récits difficiles à classifier parce qu'on cherche une autre façon de faire. Après la frénésie des années 60 et 70, de nouvelles voix féministes continuent de prendre leur place. Mais le contexte autour du mouvement, lui, ne s'adoucit pas. Dans les années 80, c'est la période du désenchantement. Hein? Les penseurs vont dire, bon, ça y est, c'est la fin des idéologies. C'est mondial, c'est le post-modernisme, on décroche. Donc, les idéaux battent de l'aile en général. Ben, c'est la même chose pour le mouvement souverainiste, particulièrement dans le contexte là, de l'échec du référendum. Mais c'est la même chose pour les idées féministes. Les gens se désengagent massivement et c'est une période de très fort individualisme. Ça ne veut pas dire que les écrits féministes arrêtent puis que les féministes, tout à coup, sont sur pause puis arrêtent de penser. En 81, on a commencé toute cette décennie-là. On a publié l'autobiographie de Simone Monet-Chartrand. Et puis, d'ailleurs, c'était un bon coup pour Remue-Ménage que décide de venir publier chez nous parce que ça se savait qu'elle était en train d'écrire son autobiographie. Et il y a quand même plusieurs maisons d'édition qui étaient intéressées.
Alors, des éditrices de remue-ménage sont allées la rencontrer, lui ont fait, comme elle disait, ils ont vendu l'idée, là, ils ont vraiment fait un bon pitch. Et puis, finalement, elle est arrivée chez Remue-ménage, puis elle a décidé que c'était chez nous qu'elle venait publier. Et ça démontre son engagement, parce que Remue-ménage n'était pas si connu à l'époque. Et puis, c'était mon premier texte sur lequel j'ai été éditrice. En tout cas, j'ai appris mon métier comme il faut avec Simone, oui. Cette collaboration mènera à la publication du récit autobiographique « Ma vie comme rivière » de Simone Monet-Chartrand, une figure incontournable du mouvement féministe au Québec. Elle y retrace son parcours de militante, de syndicaliste et de pacifiste. C'est un livre fort, traversé par la conviction que la lutte des femmes se joue dans tous les aspects de la vie. À sa parution, le livre trouve un écho profond et devient un repère qu'on se passe de main en main. Ça a été publié là, entre 81 et 92. Évidemment, moi, dans les années 80, j'étais trop jeune pour le lire, mais je l'ai lu dans les années 90, au tout début de ma formation à l'université. C'est ma belle-mère qui m'avait dit « Il faut absolument que tu lises cette autobiographie-là ». Ça a été un best-seller, hein? C'est un grand, grand succès de la maison d'édition. Mais ma belle-mère est une femme qu'on dirait, qui se perçoit comme une femme ordinaire, qui est une femme qui est restée à la maison toute sa vie, mais qui a été tellement bouleversée par cette lecture-là qu'elle m'a dit, lis-le. Puis effectivement, je pense que devant cette figure qui est Simone Monet-Chartrand, ça a permis de faire pénétrer le féminisme chez des gens qui n'auraient peut-être pas été sensibles à cette parole-là d'emblée. Le féminisme des années 70, dans les années 80-90, on observe non seulement un recul, mais aussi une forme de caricature. Hein? On va caricaturer les féministes là, qui faisaient brûler leurs brassières. Quand paraît Ma vie comme rivière de Simone Monet-Chartrand, ça donne une autre forme de parole aux voix féministes parce que je pense que ça a permis à plein de femmes qui s'identifiaient pas nécessairement à l'époque comme des féministes de réaliser que le féminisme pouvait avoir plusieurs formes. Puis surtout, je pense que ça les confirmait dans leur capacité à se penser par elles-mêmes. En fait, Ma vie comme rivière de Simone Monet-Chartrand, c'est une confirmation que les femmes dites ordinaires peuvent se penser par elles-mêmes parce que dans sa vie, Simone Monet-Chartrand n'est pas seulement la femme de Michel Chartrand. Il y en a eu des parutions marquantes dans ces années-là, fruit d'un travail passionné et tenace de nos éditrices pionnières. Mais encore fallait-il que ces textes puissants trouvent leur chemin jusqu'aux lectrices. Se tailler une place sur les étagères des librairies, c'est un tout autre combat, un défi colossal que connaîtra, entre autres, La Pleine Lune. La résistance restait bien réelle, même au cœur des années 80. Il y a eu des réticences énormes de la part de la presse. Il y avait comme un refus de considérer l'écriture des femmes comme une écriture qui rentrait dans le champ littéraire. On voyait ça comme des témoignages. Les femmes, elles nous racontent leurs histoires. Un article dans Le Devoir du journaliste François Hébert, je pense que c'était au mois de janvier 1984, oui. Au sujet de 2 livres qui étaient sortis à La Pleine Lune, un livre de Geneviève Letarte, Station Transit, et le premier livre de Nicole Hood, La Malentendue. Et là, le titre de son article, c'était « La mode du nouveau genre littéraire brodequin ». Alors, méprisant tout au long de l'article, disant on ne sait pas ce qu'elles veulent dire, on ne sait pas où elles s'en vont, c'est un nouveau genre, qui vient d'apparaître, c'est les livres de femmes et des choses comme ça, complètement scandaleuses. Mais là, c'était vraiment une attaque frontale. Particulièrement des livres qui paraissaient aux éditions de La Pleine Lune. Comment une maison d'édition qui disait vouloir publier des livres et explorer l'imaginaire des femmes pouvait avoir le droit d'exister finalement. Pour rejoindre le public, les librairies étaient bien sûr un lieu important. Dans sa volonté constante d'innover, l'équipe du Remue-ménage a imaginé un nouveau canal de diffusion, les agendas féministes. L'idée est née en 1978,
créer un outil accessible où chaque page de l'année donne accès à des textes et des autrices à découvrir. Une publication annuelle qui continue de tisser des liens entre la vie de tous les jours et la pensée féministe. Bien, je pense que les éditrices ont voulu faire un coup d'argent aussi parce que les agendas, c'était très utilisé à l'époque et puis d'autres maisons d'édition féministes aux États-Unis ou même au Canada anglais en faisaient. Et puis, c'était un peu l'agenda, moi, je dirais, c'est l'éditorial de Remue-Ménage, son éditorial annuel parce que c'est des textes qu'on commence. C'est comme faire une revue. C'est aussi un tremplin pour des femmes qui n'osent pas écrire puis on leur dit « on voudrait un texte de toi ». Les revues féministes sont aussi importantes que les maisons d'édition, je pense, parce que c'est un autre lieu où faire bouger les choses. Puis, il y a eu plusieurs revues. Disons que les plus importantes, c'est Québécoises debout, vraiment écrit comme ça, organe du Front de libération des femmes du Québec, qui a quand même duré de 1971 à 1974. Ça peut paraître peu, mais à mes yeux, c'est énorme parce que ces militantes-là tenaient ce collectif-là à bout de bras. Québécoises debout, c'est vraiment un appel à l'urgence aussi. Donc, tout à l'heure, je faisais référence aux deux mouvements, toujours de l'action politique qui avance, qui fait avancer les choses, mais les militantes qui précipitent les résultats. Avec Québécoises debout, on a une bonne idée du caractère urgent de l'action. Il y a eu les Têtes de pioche qui a pris la relève quelques années plus tard, donc de 1976 à 1979. Encore là, fondée par un collectif de femmes. Puis une autre revue dans les années 80 qui est très importante, qui a une toute autre tonalité, La vie en rose, qui, elle, dure 7 ans, qui est plutôt orientée comme un magazine féministe, mais à grand tirage. Et donc, c'est pas tout à fait le même discours puis le même type d'action. Hein. On est moins dans l'urgence, mais peut-être plus dans la sensibilisation. Mais toujours est-il qu'au milieu des années 80, cette revue-là compte 60 000 lectrices. Donc, tantôt, on parlait du recul des idées féministes au Québec dans les années 80, mais il y a encore un terreau pour les idées féministes, là. C'est clair que le mouvement est loin d'être mort. Faire l'exercice historique du mouvement féministe en littérature au Québec, c'est revenir sur les combats et les prises de parole qui ont marqué le parcours collectif. Et les années 90, elles, commencent par un choc immense. C'est survenu à 17h25. Un homme a fait feu sur plusieurs passants à l'intérieur de l'école polytechnique dans un geste... Polytechnique, en 1989, je dirais que c'était un choc. Les féministes ont tout de suite dit, mais c'est une attaque contre le mouvement féministe. Ça a engendré un backlash qui disait, les féministes sont allés trop loin. Désormais, dans les commémorations autour de cet événement-là, les gens ont accepté de dire que c'était une attaque contre le mouvement féministe, mais à l'époque, quand on disait ça, on se faisait traiter de récupérer, de la misère humaine. Et c'était des années de montée de la droite aussi, là, les années 90. C'était des années plus difficiles pour les syndicats, pour les mouvements sociaux. Expliquer ces périodes difficiles, c'est aussi reconnaître la résistance, les changements et les voix qui ont émergé à travers la noirceur. Et du côté de la pleine lune, les années 90 sont synonymes de transformation. La ligne éditoriale prend un nouveau souffle. C'est pas un ressac, mais c'est comme une plongée plus peut-être dans l'intime que les femmes ont fait à ce moment-là dans leurs écrits. Il y a plein d'œuvres qui sont sorties à cette époque. Je pense à Jeanne-Mance de Lille. Son œuvre est assez robuste, si je puis dire, assez forte. Je pense à toute l'œuvre de Nicole Hood, une œuvre aussi très spéciale, avec beaucoup de recherches sur le langage. Il y a quand même aussi les maisons d'édition d'hommes qui se sont, à ce moment-là, fait des collections femmes pendant quelques années. Il y avait plus de possibilités pour la parution des livres. Chez Pleine Lune, cette ouverture s'est aussi traduite par un élargissement des voix publiées. La maison a même accueilli certains auteurs masculins, à condition qu'ils s'inscrivent dans sa ligne éditoriale et partagent ses valeurs féministes. On a commencé par publier Musset. C'est Musset qui est entré le premier à la maison d'édition. C'est la correspondance de Georges Sand avec Musset, leurs lettres d'amour.
finalement, puis de rupture, et avec une préface de Françoise Sagan. Aux éditions de la Pleine Lune, la maison s'oriente vraiment progressivement vers des considérations esthétiques en littérature. Donc, ce qu'on veut, c'est être une maison d'édition, certes dirigée par des femmes, mais qui se positionne dans le paysage littéraire. Donc, en 1992, on accepte les manuscrits des hommes. Donc, ça montre une ouverture. En fait, les éditions de la Pleine Lune, non plus que remue-ménage, c'est pas un féminisme replié sur les femmes, au contraire. L'édition féministe, c'est pas seulement publier des livres par et pour des femmes. C'est une façon d'aborder la littérature autrement, en donnant une place aux voix qui viennent de la marge, qu'on entend trop peu. C'est aussi un engagement, défendre ses paroles dans tout l'écosystème du livre et lors des grands débats de société. Je sens vraiment ce désir d'être proche des mouvements actuels. Je pense que ça fait partie de la mission de la maison de rester au plus près des mouvements actuels, de couvrir les problématiques, les enjeux qui touchent le monde actuel. On vient de publier un livre sur la Palestine, notamment, donc la Palestine comme enjeu féministe. C'était un des premiers projets que j'ai mené dès le début, où j'ai été présente quand on a pris la décision de le prendre, ce projet-là, et de le mener à terme. On se sentait très impuissante par rapport à la situation. Et de faire ce petit livre-là dans l'urgence, on l'a fait en un temps absolument record. Au début, on se disait, ça n'a pas d'allure de faire ce livre-là. On n'a pas le temps dans notre saison. On a décidé de le faire. Et pour moi, ça a été marquant parce que ça m'a montré à quel point l'édition, ça peut être transformateur. Il y avait vraiment le désir de faire valoir une parole qu'on n'entendait pas suffisamment, puis d'avoir un impact social, politique. Moi, je suis arrivée avec un renouvellement de l'équipe. Je suis arrivée au moment où Rachel avait commencé à annoncer sa retraite. Donc, on savait qu'on allait travailler ensemble pendant un peu moins d'1 an. Rachel, c'est une mentor. C'est la mémoire de la maison aussi. C'est celle qui a tout vu, tout vécu. On a énormément de respect pour tout le travail qu'elle a fait. Il n'y a pas qu'Ariane qui reconnaît l'ampleur du travail de Rachel. En 2019, elle a reçu le prix Fleury-Méplet, une distinction majeure qui souligne son apport essentiel au monde de l'édition au Québec. Ça m'a beaucoup étonnée. Et ça m'a fait plaisir parce que je trouve que c'est de la reconnaissance de l'importance de remue-ménage. Et c'est arrivé dans une période où il y avait de la sympathie, mais beaucoup d'indifférence. Il y avait parfois même de l'hostilité, là. Que le milieu reconnaît l'importance de cette maison d'édition-là, mais je me dis, wow, ça se passe très bien. Ça m'a fait plaisir. Ça fait partie de notre mission éditoriale, je pense, de rester très proche des autrices pionnières, de faire connaître des nouvelles voix, mais de rester proche des autrices avec qui on travaille depuis des années et montrer qu'on part pas de zéro. Parce que je trouve qu'on a toujours ce problème-là chez les féministes de dire tout reste à faire, il y a des réflexions sur certains enjeux qui sont récentes, mais en fait, non. Ces réflexions sont souvent là depuis longtemps. Elles ont changé, elles se sont transformées, elles se sont modifiées, mais il y a des militantes qui pensent à certaines questions, à certains enjeux depuis très longtemps. Puis moi, je trouve que ça, c'est important de valoriser ces pensées-là qui se transmettent. J'entrevois le futur de l'édition féministe avec à la fois beaucoup d'enthousiasme et une certaine inquiétude. Je pense que la maison est solide, mais c'est sûr qu'on voit ce qui se passe actuellement, les montées des droites, les backlash contre les personnes trans, la montée du fascisme. Et je me dis, est-ce que ça va avoir un impact sur la parole des groupes minorisés? Il y a quand même une mobilisation féministe chez les jeunes féministes, notamment, qui est très, très importante en ce moment. Avec les livres des maisons d'édition féministes, ce qu'on a acquis, la plus grande victoire, c'est la validation de la pensée féministe dans tellement de milieux. Le discours féministe, les maisons d'édition féministes continuent d'être essentielles pour plein de raisons. La première raison, j'ai envie de dire, c'est que les féministes continuent de percevoir les inéquités qui semblent invisibles ou normales aux yeux de tout le monde.
50 ans d'édition féministe, c'est très court. C'est très court, puis c'est pour ça que les maisons d'édition féministes ont encore leur place aujourd'hui. Elles n'ont pas fini de faire ce qu'elles ont à faire dans l'histoire du livre au Québec. 50 ans d'édition féministe au Québec, c'est l'histoire de femmes qui ont donné une voix à celles qu'on n'entendait pas. C'est une aventure de passion et de lutte qui ont permis de grands changements. Pendant que les critiques doutaient, les maisons féministes, elles, continuaient d'innover. Aujourd'hui, elles sont encore là. Et entre elles, un fil se tisse, celui de la mémoire, du mentorat, de la continuité. Grâce à l'héritage de pionnières comme Rachel Bédard et Marie-Madeleine Raoul, à des éditrices comme Ariane Gibault et au regard éclairant de chercheuses comme Marie-Pierre Luneau, on mesure mieux l'importance de cet héritage. Surtout, on se demande quel avenir pour l'édition féministe. Quelles nouvelles voix émergeront et viendront enrichir ce demi-siècle d'audace et de création? Et peut-être que le vrai secret, c'est ça. Oser. Encore. Secret d'édition est un balado produit par l'Association nationale des éditeurs de livres, réalisé par Francis Thibault et animé par Catherine-Emmanuelle Brunet. Cet épisode est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et du Conseil des arts de Montréal.